Voilà, eh bien on se retrouve pour le dossier numéro 2 après le premier dossier de cataracte, qui était une entrée en matière assez facile pour l'ophtalmo. Là maintenant on va rentrer dans quelque chose un peu plus difficile, concret et pathologique et surtout quelque chose de tombable à l'ENC. Alors, on va parler de glaucome chronique à angle ouvert. C'est un dossier qui est déjà tombé à l'ENC plusieurs fois, un grand classique, et qui est susceptible de retomber. Donc attention, danger. Dossier glaucome chronique qui est déjà tombé en 2003. Moi, je me souviens, j'étais déjà interne. Vous étiez, je ne sais pas, à la maternelle ou au lycée. Et il est retombé après en 2008. 2003-2008. Donc, ça peut retomber. Attention. Je ne sais pas quand, mais faites attention. Surtout, il n'y a pas beaucoup de mots à retenir. Et ça peut, si ça retombe, ça va faire très très mal aux autres, mais pas à vous. Donc il y a un gain de place très intéressant à avoir pour vous. Dossier numéro 2 de cette conférence de Détroit, on va commencer avec l'énoncé. Il s'agit de monsieur Corluc D, qui a 59 ans, qui vient vous voir pour la première fois à votre cabinet, dans quelques années, pour contrôler tout simplement sa vue. Pas de problème, quelqu'un qui se porte bien, malgré ce nom un peu bizarre. Il vient à l'examen ophtalmologique, vous retrouvez une acuité visuelle, ma foi, normale. Il voit très bien avec des lunettes, à l'œil droit, à l'œil gauche, 10 sur 10 de loin, échelle de Monnoyer, on avait dit, impeccable. P2, l'échelle de Pareino, impeccable, M. Corluc D, il voit très bien avec la paire de lunettes que vous lui aurez trouvée. Deuxième temps de l'examen ophtalmo, à la lampe à fente, pas de problème, œil droit, œil gauche, segments antérieurs normaux, pas de souci. Et par contre, au troisième temps de l'examen ophtalmo, vous trouvez, tiens, truc bizarre, une tension oculaire à 24 à droite et 25 à gauche. Comme c'est bizarre. Vous voyez une tension élevée. À combien est la tension normale? Qu'est-ce que j'ai dit au dossier numéro 1? Oui, c'est ça. 15 mm de mercure, plus ou moins 6, entre 9 et 21. Ça marche bien le truc d'Aura l'exploratrice. Vous recherchez alors un glaucome chronique à angle ouvert. On va voir ensemble tout de suite la question numéro 1. Question numéro 1. Quels sont les facteurs de risque de glaucome chronique que vous allez alors rechercher à l'interrogatoire? Alors c'est la question en fait la plus importante du dossier, c'est la question facteur de risque. Pourquoi? Je vais vous expliquer très simplement c'est quoi déjà le glaucome chronique. Qu'est-ce que c'est que le glaucome chronique? Alors le glaucome chronique, c'est une maladie du nerf optique qui s'abîme, c'est une neuropathie optique qui s'altère parce qu'il y a trop de tension dans l'œil. Il y a trop de tension dans l'œil parce que l'humeur aqueuse n'arrive plus à s'évacuer par le trabéculum. Le trabéculum, c'est la voie d'excrétion de l'humeur aqueuse qui se situe dans l'angle irido-cornéen et qui, avec l'âge, filtre moins bien. Donc l'humeur aqueuse a plus de mal à sortir de l'œil par le trabéculum. Elle s'accumule dans l'œil, ça entraîne trop de tension dans l'œil. Et cette tension, elle va écraser le nerf optique et va abîmer le nerf optique et ça va provoquer une altération du champ visuel de manière asymptomatique, invisible à l'œil du patient. Progressivement, le champ visuel va s'altérer sans que le patient s'en rende compte parce que ça se fait de manière très progressive jusqu'à ce que le patient devienne aveugle. Ça aboutit à une cécité. Donc c'est une maladie qui est grave parce qu'on ne s'en aperçoit pas. Le patient n'a pas de douleur, il ne ressent pas de baisse d'acuité visuelle. Donc l'enjeu pour le médecin, ça va être de dépister en fait le glaucome du patient pour le traiter, pour éviter que le patient devienne aveugle. Et pour ça, on s'aide des facteurs de risque. Si le patient présente des facteurs de risque, grâce à ça, on va dépister plus facilement son glaucome, on va pouvoir le traiter et ainsi, il ne deviendra pas aveugle. C'est pour ça que la question des facteurs de risque est fondamentale, elle est cruciale. Qu'est-ce qu'on va demander à l'interrogatoire? Le premier facteur de risque de glaucome, c'est une hypertonie oculaire élevée de manière antérieure. C'est-à-dire, on va demander au patient, est-ce qu'on vous a déjà pris votre tension à l'œil et est-ce que la tension était déjà élevée? Et là, s'il vous dit oui, c'est vrai, effectivement, il y a quelques années, j'étais allé voir un ophtalmo lambda et il m'avait dit « Oui, monsieur Corluc, vous avez une tension qui est un peu élevée, je trouve 23 de tension ou 25 de tension. On va surveiller. » Et s'il vous dit ça, vous dites « Attention, attention au danger, c'est un patient
il avait une hypertonie oculaire, eh bien, il est à risque de développer un glaucome chronique à la longue. Attention, hypertonie oculaire n'est pas synonyme de glaucome chronique. C'est un facteur de risque. Parce que pour faire un glaucome chronique, on va voir ensuite dans la triade, en plus de la tension oculaire, il faut avoir une altération du champ visuel et une excavation papillaire au nerf optique. Il faut avoir l'association en fait d'une altération du nerf optique qui se manifeste par une altération du champ visuel avec une hypertonie oculaire. L'hypertonie oculaire seule n'est pas synonyme de glaucome. L'hypertonie oculaire seule est synonyme de facteur de risque de glaucome. J'espère que vous sentez bien cette petite nuance séméiologique. Voilà, donc hypertonie oculaire, premier facteur de risque de glaucome chronique. C'est une cause mécanique de la neuropathie optique, ça va écraser, comprimer le nerf optique, mais le glaucome n'est pas toujours associé à une hypertonie oculaire. Bon, ça, on rentre dans des domaines un petit peu spéciaux que je ne préciserai pas pour vous. Deuxième facteur de risque très important à demander, c'est les antécédents familiaux d'hypertonie oculaire ou de glaucome. Alors ça, c'est la question vraiment fondamentale. Dès qu'il y a un patient chez qui vous suspectez un glaucome chronique, vous demandez si c'est connu ou pas dans la famille. S'il y a déjà eu du glaucome dans la famille, chez la mère, chez le père, chez la grand-mère, parce qu'il existe quand même 30% de glaucomes familiaux. Et s'il y a eu des antécédents familiaux de glaucome, eh bien, on aura tendance plus facilement à traiter le patient parce qu'on sait qu'il sera plus à risque de développer un glaucome chronique. Après, les autres facteurs de risque, c'est l'âge. Avec le temps, on développe plus un glaucome, le trabéculum filtre moins bien. Les corticoïdes par voie générale ou en collyre. Les facteurs de risque cardiovasculaire, diabète et hypotension et pas hypertension. Hypotension parce que ça va provoquer une hypoperfusion du nerf optique et donc ça va s'abîmer également par cause mécanique et par cause vasculaire. Et la myopie forte également. Nous allons passer à la question numéro 2, si vous voulez bien. Question numéro 2. Complétez votre examen ophtalmologique en justifiant ce que vous recherchez. Premièrement, on va rechercher l'hypertonie oculaire. Bon, elle y est déjà, mais c'est vraiment juste pour vous le dire de manière pédagogue. On recherche une hypertonie oculaire. Et on recherche également au fond de l'œil une augmentation de l'excavation papillaire avec un rapport cup sur disque supérieur à 0,3. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. L'excavation papillaire, il faut vous dire, en fait, on va regarder le nerf optique au fond de l'œil. On va dire, alors il faut vous dire que quand on regarde le nerf optique, il ressemble en fait à ça ressemble à une tasse de thé sur une soucoupe, vue de haut. D'accord? La partie périphérique extérieure, la soucoupe, c'est l'anneau neurorétinien. C'est là où ça se concentre, toutes les fibres optiques de l'œil qui se réunissent dans le nerf optique autour avec un anneau, anneau neurorétinien, qui correspond en fait comme à la soucoupe sur laquelle on pose la tasse de thé. Et à l'intérieur de cette soucoupe, c'est ce qu'on appelle l'excavation papillaire. C'est ce qui serait la tasse de thé en fait au centre. Et c'est un espace où il n'y a rien. D'accord? C'est l'excavation papillaire. Eh bien, on va mesurer cette excavation papillaire en regardant le fond de l'œil. Et plus cette excavation papillaire au centre sera grande par rapport au nerf optique, eh bien, plus le glaucome sera sévère. Ça veut dire que plus l'excavation papillaire est grande au centre, eh bien, plus l'anneau qu'il y a sur les côtés sera aminci. Et c'est comme ça qu'on mesure le rapport cup sur disque. Donc cup, c'est-à-dire que c'est la tasse de thé au centre d'excavation. Sur le disque, c'est la taille du nerf optique total, c'est la taille totale de la soucoupe. Eh bien, on va mesurer, on va dire que la soucoupe, le nerf optique, ça mesure 1. Eh bien, combien le rapport s'élève de la soucoupe? Alors, ça ne vous paraît pas très net, je vais vous faire un dessin pour que vous compreniez mieux. Voici à quoi ressemble ce que je vous parlais tout à l'heure, le nerf optique. Donc ça, c'est un nerf optique vu du fond de l'œil. En fait, c'est comme si on posait une tasse de thé sur une soucoupe. Vous allez vous dire, mais il m'emmerde avec ces soucoupes. Non, mais bon, vous imaginez, très bien. Et puis, là, c'est l'excavation papillaire. C'est la tasse de thé. Et là, ça, c'est l'anneau neurorétinien. C'est la concentration des fibres optiques.
Donc ce serait la soucoupe sur laquelle on a posé la tasse de thé. Eh bien, le rapport cup sur disque, le rapport C sur D, c'est, alors je repose ici, c'est la taille de l'excavation, la taille de la tasse de thé, sur la taille totale du nerf optique, la taille totale de la soucoupe. Et bien, c'est ce qu'on appelle le rapport cup. Donc ça, c'est le cup ici. Et là, c'est le disque, puisque le disque, c'est le nerf optique. Et donc, le rapport C sur D, c'est la mesure de l'excavation papillaire. Et bien, on va dire que si D égale à 1, combien est égal C? Ici, c'est à peu près 0,5. C'est à peu près à la moitié. Donc ici, le C sur D est égal à 0,5. D'accord? Je vais vous refaire le schéma pour vous montrer les différences qu'il y a dans le glaucome. Là, c'est une toute petite excavation, toute petite, hein, ça doit faire à peu près 0,1. Et là, par contre, vous voyez, là, on a une grande excavation qui est à peu près égale à 0,9. Est-ce que vous comprenez? Eh bien là, on dit que c'est un nerf optique normal. Ce n'est pas un nerf optique de glaucome. Et ça, il y a une grande excavation parce que le rapport cup sur disque est très grand. Donc on a un grand cratère au centre, un anneau neurorétinien très très aminci avec plus beaucoup de fibres optiques. Et on dit que là, ça ressemble à une papille de glaucome, j'écris mal avec ce feutre, et ça ressemble à une papille normale. D'accord? On a l'impression vraiment d'une écriture d'enfant. Enfin, bon. Voilà, pas de questions là-dessus, c'est très net, très bien. Donc on va retourner à la réponse. Augmentation de l'excavation papillaire avec un rapport cup sur disque supérieur à 0,3, d'accord, dans le glaucome. Le reste de l'examen est normal, l'acuité visuelle reste que normale jusqu'à un stade tardif. C'est le champ visuel qui est altéré. Et la chambre antérieure est profonde, elle n'est pas étroite. L'angle irido-cornéen est normal et non fermé à la gonioscopie. On n'est pas dans le cadre d'un glaucome par fermeture de l'angle. Ça, on verra ça au dossier numéro 3. Question numéro 3. Quelle est la triade diagnostique du glaucome chronique à angle ouvert? Quels sont les éléments pour établir un diagnostic de glaucome chronique à angle ouvert? Il y a 3 éléments. Tout d'abord, il faut une hypertonie oculaire supérieure à 21. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Il existe des glaucomes à pression normale, mais enfin, on va rester basique pour vous. Deuxième élément, il faut une augmentation de l'excavation papillaire au fond de l'œil. Ça, on l'a vu ensemble à l'instant. Et troisièmement, il faut des altérations du champ visuel. Les altérations du champ visuel qui sont en fait une conséquence de l'augmentation de l'excavation papillaire. Altération du champ visuel. On va voir ça ensemble à la question numéro 4. Question numéro 4, justement, on va aborder ces problèmes de champ visuel. Comment on va mesurer, comment on quantifie, comment on dépiste les altérations du champ visuel, la troisième partie de la triade. Et bien en fait, ce sont des examens paracliniques. Autant la mesure de la tension et de l'excavation papillaire, ce sont des examens cliniques, autant l'altération du champ visuel, on ne pourra le voir qu'avec un examen paraclinique qui sera un champ visuel qui est réalisé avec une machine. Question numéro 4. Quels examens demandez-vous pour analyser le champ visuel et qu'en attendez-vous? Eh bien, le champ visuel qu'on va demander, l'examen paraclinique, c'est ce qu'on appelle une périmétrie automatisée statique de Humphrey. Humphrey, c'est la marque, il existe plusieurs marques, mais enfin, Humphrey, c'est celle qui est la plus fréquemment réalisée. Périmétrie, ça veut dire champ visuel. Automatisé, ça veut dire que c'est une machine qui fait ça. Le patient, il rentre la tête dans une machine. Statique, c'est parce qu'on va montrer au patient des points lumineux statiques qui ne bougent pas et il cliquera à chaque fois s'il les voit. Hein, c'est comme un test d'audiométrie, sauf que là, c'est un test de champ visuel, une périmétrie. Humphrey, c'est le nom de la marque. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout périmétrie automatisée statique, qui est en fait l'opposé de la périmétrie
manuel cinétique, qui est le champ visuel de Goldman, hein, que vous avez l'habitude de voir quand vous voyez les quadranopsies, les hémianopsies, dans les pathologies neuro-ophtalmologiques. Pour le glaucome, la périmétrie automatisée statique de Humphrey, c'est par exemple ça. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'examen. C'est vraiment le champ visuel qu'on demande pour le glaucome. Périmétrie automatisée statique de Humphrey. Et il existe deux types d'altérations du champ visuel à retenir pour l'ENC. Il n'y en a que deux à retenir. C'est le ressaut nasal. Donc là, c'est le champ visuel du côté du nez, nasal. Et là, c'est du côté temporal. Eh bien, dans le glaucome, on a d'abord un ressaut nasal. Hein, on a un scotome du côté nasal. Et ensuite, on a ce qu'on peut appeler le scotome arciforme de Bjerrum. Pourquoi scotome arciforme de Bjerrum? Alors, c'est un nom un petit peu compliqué. Eh bien, parce que le scotome, donc cette amputation du champ visuel, scotome, c'est-à-dire amputation du champ visuel, elle aura une forme d'arc de cercle. Vous voyez ou pas? Ça part comme ça. C'est une forme d'arc de cercle, comme ça. De Bjerrum, Bjerrum, parce que c'est le nom du gars qui a trouvé ça. Donc, les altérations qu'on recherche au champ visuel, ressaut nasal et scotome arciforme de Bjerrum. Pas de questions? Très bien. Nous allons donc pouvoir passer à la question numéro 5. Question numéro 5. Le diagnostic de glaucome chronique à angle ouvert est confirmé et vous décidez de traiter le patient. Quel est votre traitement? Point d'interrogation. Et quelle est votre surveillance pour mesurer l'efficacité du traitement et l'adapter? C'est une question très complexe, il y a beaucoup de choses à dire, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Parce que le principal, ce qu'il veut dire en première intention, quand on décide de traiter un glaucome, eh bien c'est un traitement médical tout d'abord. C'est le terme le plus important, ça vaut 10 points. Ça consiste simplement à mettre des gouttes dans l'œil du patient pour baisser sa tension. Ce sont des traitements par collyre hypotonisant pour diminuer la tension de l'œil, pour que le nerf optique arrête de s'abîmer et que le champ visuel arrête de se dégrader. Le traitement hypotonisant, il est à vie, ça c'est un terme important à retenir. À partir du moment où on initie un traitement hypotonisant, on le continue à vie. Par voie locale en collyre et en première intention, c'est une monothérapie. D'accord? Et puis ensuite, si ça ne marche pas, on peut associer plusieurs collyres jusqu'à aller à une quadrithérapie. Quelles sont les molécules qui nous sont à notre disposition pour diminuer la tension de l'œil? Il y a 4 classes médicamenteuses. C'est les bêta-bloquants et les analogues de prostaglandine. Ce sont les deux molécules qui ont l'AMM pour la monothérapie en première intention. Retenez bêta-bloquants, analogues de prostaglandine. Et après, il y a les autres, c'est l'inhibiteur de l'anhydrase carbonique et les agonistes alpha-2 adrénergiques. Voilà, donc il y a 4 classes hypotonisantes. Après, les éléments de surveillance de l'efficacité, c'est la triade, c'est la tension de l'œil, la mesure de l'excavation papillaire au fond de l'œil et les champs visuels itératifs, périmétrie automatisée statique de Humphrey. Et la tolérance, c'est on regarde l'état de la conjonctive, car mon patron, le professeur Baudouin, a montré que les conservateurs contenus dans les collyres de ces traitements hypotonisants étaient toxiques pour la conjonctive. Donc il faut regarder que la conjonctive ne soit pas trop abîmée, parce que la conjonctive, on en aura besoin pour le traitement chirurgical, qu'on va voir justement maintenant. Question 6. Question 6, dernière question. Malgré votre traitement médical, quelques mois plus tard, le patient s'aggrave. Quels autres types de traitements pouvez-vous proposer? Eh bien, le traitement médical a échoué. Eh bien, maintenant, il faut passer au traitement chirurgical. Chirurgical, toujours le terme le plus important qui rapporte le plus de points, le terme général. Les gouttes ne suffisent pas à diminuer la tension de l'œil. Malgré vos gouttes, la tension reste élevée. Malgré vos gouttes, le nerf optique continue à s'excaver. Malgré vos gouttes, le champ visuel continue à s'altérer. Il faut agir. Il faut agir en opérant l'œil. Le traitement chirurgical consiste à faire une chirurgie filtrante et créer une fistule, un trou, à travers laquelle l'humeur aqueuse va s'évacuer, va sortir de l'œil et ainsi la tension de l'œil va baisser. Comment ça se passe? Il y a 2 types de chirurgie pour ça. La première s'appelle la trabéculectomie et la deuxième s'appelle la sclérectomie profonde non perforante. La trabéculectomie, c'est la chirurgie plus ancienne, plus classique.
Ça consiste à enlever le trabéculum dans toute son épaisseur avec un volet scléral pour que l'humeur aqueuse sorte de l'œil sous la conjonctive. On fait un trou sous la conjonctive en pleine épaisseur et l'humeur aqueuse va sortir et va faire une bulle, ce qu'on appelle une bulle de filtration sous la conjonctive qui sera en fait de l'humeur aqueuse. Mais c'est une technique qui peut se compliquer de choses très graves dans l'œil comme des hypotonies, des lymphémas, des décollements choroïdiens. Donc maintenant, il y a une technique qui a été développée qui s'appelle la sclérectomie profonde non perforante. C'est la même chose, sauf qu'on n'enlève pas le trabéculum dans toute son épaisseur. On pèle simplement le trabéculum à sa partie externe. Donc l'œil ne se vide pas d'un coup et ça se vide de manière beaucoup plus progressive. Et ça marche aussi bien quand on sait bien le faire. C'est pas facile à faire. Donc chirurgie filtrante mais non perforante, donc on n'enlève pas toute l'épaisseur du trabéculum. Moins traumatique, exérèse du trabéculum avec respect de la sclère. Et vous voyez sur cette photo, en fait, le volet scléral, ici, sous la conjonctive, avec une bulle. Vous voyez, c'est de l'eau sous la conjonctive. L'eau qui est sous la conjonctive, c'est en fait l'humeur aqueuse qui sort par ce trabéculum que vous avez enlevé. Voilà. Conclusion de ce dossier. Eh bien, il faut retenir simplement les facteurs de risque. On a dit principalement antécédents d'hypertonie oculaire du patient et antécédents familiaux. La triade, j'aime beaucoup les triades, soit dit en passant. La triade, c'est hypertonie oculaire, excavation papillaire et altération du champ visuel. Le champ visuel, c'est la périmétrie statique automatisée de Humphrey avec ressaut nasal et scuto-marciforme de Bjerrum. Le traitement est d'abord médical hypotonisant, puis chirurgical filtrant, soit trabéculectomie ou soit sclérectomie profonde non perforante. J'essaye le vert, c'est pas mal. Blanc, vert, blanc, rouge, ça fait un peu le drapeau italien, c'est parfait. Pas de question, glaucome chronique à angle ouvert, ça peut retomber et il fera sortir ces mots-clés. Et avec ça, vous aurez une place assurée, très bonne place assurée. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le dossier numéro 3.